Oui, tout à fait. Donc, il y a une dizaine d'années, on avait déjà initié une association qui s'appelait RITM, Réseau international des talents marocains à travers le monde. Et l'idée qui est venue tout de suite, c'était de dire qu'il fallait absolument qu'on ait une structure qui puisse accueillir ces talents marocains ou ces investisseurs pour les accompagner dans leur démarche, parce qu'on sait très bien qu'il y a un vrai décalage culturel et que c'est pas facile d'investir en général, mais lorsqu'on vit dans un pays étranger, on a grandi dans un pays étranger pendant des années, c'est important d'avoir une structure qui nous accompagne. Donc 10 ans après, pourquoi maintenant ? Il y a quelques mois, en décembre 2021, des amis m'ont relancé, on m'a dit « Bon Jamal, il faut vraiment qu'on y aille, il faut qu'on lance quelque chose, il faut revenir à ce projet de Maison de la Diaspora, parce que c'est le moment de le faire. » Et donc je pense qu'on a eu un peu le nez fin quand même, puisqu'on a déposé les statuts en décembre 2021, on a eu l'autorisation en avril-mai 2021, et puis là est venu l'appel de Sa Majesté qui est relativement important et puissant, qui nous a encore plus motivés pour dire maintenant il faut qu'on y aille. Donc aujourd'hui ça y est, c'est en place, on est en train de chercher les locaux, de mettre en place les financements, mais en tout cas ce projet est juste fondamental aujourd'hui parce qu'il va créer les conditions de l'harmonie entre les différentes institutions, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans votre interview sur d'autres sujets. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup parce que moi j'ai toujours considéré que MRE c'était assigner à résidence les gens alors que le monde a changé, que cette sociologie de la diaspora a changé et qu'aujourd'hui ils ne sont pas assignés à résidence, ils sont citoyens allemands, français, italiens, australiens, américains, néerlandais, et qu'à partir de là, c'est une autre vie dans laquelle ils sont. Et donc la définition de la diaspora, aujourd'hui son acception principale, c'est une population qui est disséminée à travers le monde, et comme les Marocains, comme les Libanais, comme les Juifs, comme toutes les diasporas dans le monde. Et aujourd'hui, ça devient un outil puissant d'influence. Et le concept de diaspora est beaucoup plus dynamique que l'assignation à résidence. Je pense qu'on a beaucoup utilisé beaucoup de termes. Moi-même, j'ai grandi en Europe pendant des années. C'était TME, MRE, RME, maintenant, sur le plan marketing, marocain du monde, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à des choses beaucoup plus structurantes et qu'aujourd'hui, on a quasiment dépassé la période des profils, en tout cas de l'opération Marhaba et autres. Et on a aussi, sur les 5,8 millions ou les 6 millions, grosso modo, vous avez aussi des populations qui ont de l'influence, qui sont puissantes économiquement et qui aujourd'hui voudraient s'intéresser au Maroc, mais elles veulent aussi qu'on puisse s'occuper d'elles différemment, qu'on soit à l'écoute. Et je pense que c'est aussi le projet de la Maison de la Diaspora en quatre objectifs très simples. C'est un lieu d'accueil fondamentalement, je dirais aujourd'hui, qui va recevoir tous les investisseurs et tous ceux qui voudraient même venir et se réintégrer au Maroc. Un deuxième objectif qui est de créer ce réseau mondial des talents à travers le monde, et ce, par secteur d'activité, pour pouvoir faire en sorte que demain, cette force d'influence soit au service de notre pays sur tous les sujets qu'elle voudrait déployer. Troisième objectif, bien évidemment, c'est de promouvoir la dynamique économique, culturelle et sociale du Maroc vers cette diaspora-là pour qu'elle sache que son pays est en totale dynamique aujourd'hui. Et enfin, faire des études régulièrement pour voir comment cette diaspora évolue, quelles sont ses attentes, pour faire des plaidoyers et les remettre aux institutions qui en ont la charge, bien évidemment, puisque le rôle de la Maison de la Diaspora, c'est en aucun cas de se substituer à une structure existante, mais d'être un élément dans l'écosystème qui soit positif, contributeur et qui soit à l'écoute. Et notre avantage concurrentiel, entre guillemets, c'est que nous, on est issus de cette diaspora et on sait de quoi on parle, on a vécu, on a grandi, on est né et on sait aussi être en écho à un certain nombre de sujets qui malheureusement sont toujours d'actualité à travers le monde concernant la gestion de cette diaspora. Alors d'abord, je voudrais rappeler, profiter de l'occasion que vous me donnez, pour dire que Sa Majesté, dès son accession au trône, a vraiment lancé un véritable cri d'amour, en tout cas, à la diaspora, dès son accession au trône. La diaspora l'a très bien entendu, et aujourd'hui, quand on regarde ne serait-ce que les échanges en termes de devises, la progression exponentielle en plus de 25 ans bientôt de trône. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août ? Sa Majesté a dit clairement qu'on a fait ce qu'on a fait, mais maintenant, il le dit sans le dire, maintenant le monde a changé, il faut inventer une nouvelle façon d'adresser la problématique des diasporas. Mais comment le faire ?
On peut pas faire du neuf avec du vieux, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut véritablement inscrire une nouvelle doctrine, c'est-à-dire une façon, une philosophie d'avoir cette interaction. Premier élément de la doctrine, c'est la première question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'on parle de diaspora, de MRE, de ceci ou de cela? Ce sont des choses, c'est peut-être des mots, mais qui ont leur importance dans la stratégie qui va être déployée après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment de travailler en synergie avec l'ensemble de ces structures. Non pas pour leur dire, vous avez mal fait aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait à faire, ok? Dans le temps où c'était qu'il fallait le faire. Maintenant, le monde a tellement changé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la sociologie a changé, que cette doctrine a vocation à définir le nouveau contour de cette stratégie. Parce que d'abord, il faut aussi... La diaspora, c'est pas quelque chose de monochrome. Il y a plusieurs structures, c'est des segmentations de population, et pour chacune d'entre elles, il faudra définir des approches, des attentes, des besoins. Il faudra négliger aucune personne. L'idée, c'est pas de se dire, on va s'intéresser uniquement aux investisseurs, même s'ils sont importants. On s'intéressera à tout le monde parce qu'il y a plusieurs générations. Aujourd'hui, on a la 5e, bientôt la 6e génération. Donc, cette doctrine, il devient une nécessité absolue, et l'appel de Sa Majesté aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est une nouvelle doctrine, ça veut dire une façon de se réinventer, nous déjà en tant que, institution vis-à-vis de la diaspora, mais aussi de questionner la diaspora sur ses propres responsabilités vis-à-vis du Maroc, non pas en les assignant à résidence en tant que Marocains résidents à l'étranger, mais en tant qu'individus qui ont envie de contribuer à leur pays, mais pas pour autant de venir s'installer au Maroc définitivement. Ils peuvent venir l'immigration aujourd'hui dans le monde est devenu circulaire. Donc à ce titre-là, on doit absolument avoir un nouveau logiciel, un nouveau paradigme dans lequel il faut s'inscrire. Sinon, ça voudrait dire qu'on voit que le monde bouge et que nous, on reste statique avec la vision politique, voire politicienne d'hier. Et ça, c'est plus possible avec la diaspora parce qu'elle a compris, parce que les réseaux sociaux sont là pour modifier notre façon, notre logique, notre compréhension de ce qui se passe dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, Sa Majesté a été très clair. C'est, je souhaite une nouvelle doctrine, même s'il n'a pas employé les mots, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il a dit, et ça fait quasiment 25 ans qu'il a à peu près cette vision-là. Alors déjà, en termes d'organisation au sein du pays, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère qui aujourd'hui a une vocation stratégique, c'est quand même le ministère des Affaires étrangères. C'est important, et nous avons eu la chance de pouvoir les rencontrer, et ils ont été relativement à l'écoute sur cette question-là. Donc à partir de là, les écueils, on les connaît tous. Ça fait des années, ils sont tous dans les cartons, dans les rapports. Je ne vais pas rentrer dans les détails des problématiques opérationnelles qu'on rencontre la communauté aujourd'hui au sein des consulats, sur le plan administratif, les problèmes de spoliation. Il y a énormément de choses qui vont devoir être réglées. Ça, c'est important. Et ça commence, bien évidemment, par le travail qui a été initié d'ailleurs par les affaires étrangères, refondre un petit peu la vision du consulat, les nouveaux profils qui doivent être dans ces consulats. Moi, j'ai souvent milité d'ailleurs pour que dans les consulats, il y ait aussi des binationaux dans les pays qui soient recrutés, parce qu'il est important d'être en communication fluide avec l'autre. L'autre, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est né, il a grandi dans un contexte qui n'est pas celui du Maroc. Et souvent, quand vous avez un fonctionnaire qui vient de Golmim pour aller travailler dans un consulat, par exemple, un technicien, c'est logique qu'ils ne peuvent pas se comprendre tout de suite. Et que le but d'un consulat, c'est pas d'être une Mokhata'a de Casablanca, mais d'être une structure dans laquelle il est habitué à aller, même s'il est à Amsterdam, dans une mairie, il faut quand il va au consulat d'Amsterdam, qu'il faut retrouver le même esprit, le même mindset. Ça, c'est un. Maintenant, plus largement aujourd'hui, il y a des sujets assez politiques, si je puis dire. Le premier d'entre eux, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut vraiment que même les Marocains, nous, ici, en tant que, entre guillemets, nationaux au Maroc, et les institutions politiques comprennent que c'est pas parce que je m'appelle Jamal Belharaj que je suis fondamentalement et culturellement ancré dans la culture marocaine. J'ai un passé, j'ai une expérience, j'ai une vie. Et ça, je ne dois pas non plus être traité comme une personne qui est différente, qui n'est pas patriote parce que je parle pas l'arabe ou parce que. Et donc toute cette communauté-là aujourd'hui vit ce problème, vit ce complexe aujourd'hui, ce qui fait que quelque part on est mis un peu de côté. Donc à partir de là, ça veut dire il va falloir travailler l'acceptation de la différence. C'est le premier sujet numéro 1 qui va installer la confiance. Sans acceptation de la différence, il n'y a pas de confiance. Une fois qu'on a ces deux éléments-là, qu'est-ce qui se passe derrière ?
L'aspect politique et réglementaire est fondamental. Vous savez très bien que dès qu'un membre de la diaspora veut venir passer 2-3 ans au Maroc, dès qu'il atterrit à Casablanca, dans l'aéroport, ça veut dire qu'à partir ou à Agadir ou à Marrakech, dès ce moment-là, il perd sa double nationalité, il perd tous ses droits, entre guillemets. Contrairement à un expatrié français-allemand qui est à côté de lui, qui lui jouit tous ses droits. Ce n'est pas acceptable. Parce que si je viens pour 3 ans, c'est-à-dire que si je gagne de l'argent au bout de 3 ans, je ne peux pas l'envoyer à mes parents, à ma famille, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, quelque part, il faut trouver de nouveaux processus. De la même manière, je viens avec ma copine, j'ai le droit de ne pas être marié, je vis avec quelqu'un, j'ai les enfants, je viens à Marrakech, non, il faut que je prenne 2 chambres. Mais de quoi on parle? On est en 2022. On est en 2022, notre pays a bougé sur plein de sujets, et sur un ensemble de sujets aussi basiques, entre guillemets, ça devient des vrais problèmes. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, acceptons de comprendre que l'autre ne puisse pas comprendre. Et ça s'appelle l'empathie. On n'a pas d'empathie. Aujourd'hui, pour la faire courte, la diaspora est vue, oui, il y a 93 milliards qui viennent, c'est super. Dans ces 93 milliards, il y a beaucoup de solidarité familiale, bien évidemment. Il y a le reste pour payer les factures de l'importation du pays, c'est très bien, ça peut aller plus loin. Mais si on n'arrive pas à retisser ce lien, à un moment donné avec les générations, ça va se perdre. Donc aujourd'hui, la vocation de notre projet à nous, c'est quoi? C'est non seulement d'être cette structure, comme je vous dis, d'accueil, mais c'est de travailler le plaidoyer avec des idées, des propositions qui ont vocation à renforcer le lien, à accélérer, entre guillemets, la connexion entre la diaspora et son pays d'origine, et à faire en sorte que les liens ne se distendent pas, et qu'en plus, la co-construction au nouveau modèle de développement soit aussi une réalité pour cette communauté-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses au Maroc. La question est-ce que le Maroc est fondamentalement, au-delà de la rhétorique, au-delà de la posture, à accepter, encore une fois, cette différence pour installer la confiance, parce que la confiance est l'élément de base pour la construction commune. Deux dimensions. D'abord, une dimension humaine et une dimension digitale. La chance, c'est que nous sommes en 2022, nous sommes définitivement ancrés dans le monde du numérique et nous allons développer un produit, un outil qui va nous permettre, je dirais, de capter l'ensemble des membres de la diaspora en fonction des compétences dont on a besoin à travers le digital. Mais ça ne sera pas suffisant, c'est la collection de data qui sera traitée après par les différentes équipes. Le vrai sujet, c'est la dimension humaine. Et là, on va s'appuyer sur des réseaux existants. Encore une fois, on n'a pas vocation à devenir tentaculaire. Nous, aujourd'hui, c'est qu'on est basé à Casablanca, bien évidemment, mais on va s'appuyer sur les réseaux associatifs qui existent à travers le monde, parce qu'eux sont ancrés au quotidien, eux connaissent leur réalité. Premier point. Deuxièmement, on va aussi travailler en co-construction, en partenariat avec nos chancelleries à travers le monde. Et ça, c'est un plus. On a quelques points d'ancrage dans les différents pays. On va aussi travailler en connexion avec eux pour faire ce travail en commun. Le but, c'est encore une fois d'être dans la co-construction et dans l'inclusion avec l'ensemble des parties prenantes qui sont utiles pour le pays. Parce qu'à la fin, at the end of the day, comme on dit, c'est pour servir la cause du pays. Parce que cette diaspora, c'est un concentré de talent. On l'a vu pendant le Covid, la crise sanitaire. Ils ont été utiles et ils ont apporté beaucoup durant cette crise sanitaire. Ils ont tous été en demande de dire on veut aider notre pays. Donc ça, c'est de l'or que nous avons et qu'il faut qu'on exploite aujourd'hui. Et c'est aussi le principal message de Sa Majesté le 20 août, c'est de dire voilà, aujourd'hui il y a une communauté. Il a réitéré le message lors de l'ouverture du Parlement. Une excellente question aussi, Zinab. Il ne faut pas tout mélanger, si je puis me permettre. La fuite des cerveaux aujourd'hui, le sujet, c'est l'offre Maroc. Ce n'est pas l'offre diaspora. L'offre Maroc, c'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, pourquoi nos compétences partent? Elles partent parce que souvent, elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. En termes de travail, en termes de rémunération, en termes de cadre de vie. Et quand je dis cadre de vie, c'est le rapport rémunération-cadre de vie. Parce qu'au Maroc, c'est un beau cadre de vie, malgré tout. Faut pas qu'on dise de bêtises. Donc, est-ce que je peux éduquer mes enfants? Est-ce que aujourd'hui, l'éducation coûte très cher, la santé coûte très cher. Donc, à partir de là, il faut repenser l'offre Maroc, au lieu de se dire « Ah, pourquoi ils partent ?» Il ne faut pas stigmatiser les gens qui partent. Il faut se poser la question
nous, au niveau national et au niveau politique, c'est quoi l'offre Maroc pour que nos compétences ne partent pas. Et là, me semble-t-il, le débat n'a pas encore été initié. Il y a un vrai travail à faire sur le sujet. On se cache derrière les entreprises étrangères qui viennent nous prendre nos talents. Mais vous, comme moi, si demain on a des offres extraordinaires, on ne va pas refuser parce qu'on a des projets de vie, parce que la jeunesse, c'est quoi l'offre de la jeunesse aujourd'hui? Donc ils sortent de leur bac, ils vont faire des études et après ils se posent des questions. Et là aussi, quand on regarde le sujet des médecins et autres, des infirmières et autres, il y a un ensemble de sujets qu'il faut que l'offre Maroc n'est pas définie aujourd'hui pour donner envie aux gens de rester. Parce que il y a beaucoup de raisons pour partir, énormément de raisons pour partir, et très peu de raisons pour rester, à part les raisons familiales, parce qu'on a des parents, parce qu'on a ceci. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, et le rôle de notre projet à nous, ne s'inscrit pas là-dedans, puisqu'il s'adresse à la population qui vit déjà à l'étranger aujourd'hui. Mais si demain, il y a des investisseurs de la diaspora qui viennent avec des projets structurants et qui vont donner envie à ces gens de rester, là, il y a une connexion. Parce que, au-delà de l'aspect économique, l'offre Maroc, c'est aussi une offre managériale. Parce que la génération d'aujourd'hui, les Y, les Z et bientôt les Alpha qui arrivent sur le marché du travail, veulent une autre façon de voir l'entreprise, une autre façon d'interagir avec l'autre. Ils sont dans l'horizontalité, ils ne sont pas dans la verticalité. À partir de ce moment-là, est-ce que le leadership marocain, qui est dans la verticalité, est prêt à accepter ce nouveau modèle de fonctionnement? La réponse, je la connais. À ce jour, c'est non. Mais donc, il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont envie de partir parce qu'ils n'ont pas le choix. Fin novembre, début décembre maximum, nous ferons notre conférence de lancement justement sur les retours d'expérience et sur la mise en perspective de la doctrine de cette diaspora à laquelle on veut contribuer. Ça, c'est le premier point. Deuxième sujet, nous sommes en train de travailler sur la recherche de locaux et des financements. Le CCME sera un de nos partenaires, bien évidemment. Et on a prévu, au plus tard en septembre 2023, de lancer un grand forum de la diaspora marocaine au Maroc, qui aurait lieu tous les 2 ans, à l'instar un peu du Davos, mais avec des sommités issues de la diaspora, avec des contributions relativement fortes. Et puis, peut-être en mars ou plus tard, notre premier plaidoyer avec des mesures phares sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement. Donc voilà, grosso modo, les premières actions, et puis recruter l'équipe projet. D'ailleurs, ce qu'on souhaite faire, c'est que l'équipe projet, ça sera systématiquement des binationaux, parce qu'on veut que les gens comprennent ceux qui vont venir leur parler, et là, que ça soit... Et on n'a pas... Notre objectif, c'est de se dire qu'on doit aussi avoir une mosaïque au sein de l'équipe, à savoir des gens qui viennent de pays anglo-saxons, francophones ou autres. C'est important pour garder cette mosaïque et cette diversité que le Maroc a toujours prônée.